vrai. Olivier Servat, député de la première circonscription de Guadeloupe, est l'invité de Parlons vrai ce matin. Et il est là. Bonjour Christophe Langlois. Bonjour Michel Mouesta, vous allez bien? Très bien. Oui, mais il est là notre invité ce matin, Olivier Servat. Bonjour. Bonjour Christophe Langlois, bonjour aux auditeurs d'RCI. Merci d'être avec nous ce matin. On a beaucoup de choses à aborder avec vous ce matin. Je voudrais d'abord qu'on parle de la situation sanitaire. Elle tend à s'améliorer dans le département. C'est évidemment une bonne nouvelle. Faut-il accélérer les phases de déconfinement pour permettre un retour à la vie normale rapide ? Alors je crois que chacun et chacune doit prendre ses responsabilités individuelles, tout d'abord, en respectant les gestes barrières, en gardant la discipline, en se disant qu'effectivement le virus continue à circuler. Et par ailleurs, je vous dirai très clairement, je suis allé il y a une dizaine de jours rendre visite au CHU avec le directeur, Monsieur Cotelon, Monsieur Jarige, le docteur Jarige. J'ai rencontré aussi des brancardiers, des infirmiers, des cadres de santé, le service admission. Et j'ai deux chiffres simples. Au plus fort de la crise, Monsieur Langlois, sur 292 morts entre juillet, août, septembre, eh bien, 284 étaient non vaccinés. Il y a un deuxième chiffre, Monsieur Langlois, que je dois dire à notre population, à la population guadeloupéenne, à nos frères et sœurs guadeloupéens. Sur 292 morts, 100% étaient nègres aux Indiens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au plus fort de la crise, ce sont nos gens, nous qui morts. Et donc, par ailleurs, j'encourage tous ceux que j'aime. Je suis moi-même vacciné et j'encourage tous ceux que j'aime à se faire vacciner. Bien évidemment, une fois que j'ai dit ça, j'ai dit aussi que j'ai voté contre le pass vaccinal. Je l'avais dit à l'époque au gouvernement, il n'était pas applicable dans l'outre-mer. Pourquoi? Mais parce que le taux de vaccination était trop faible, on ne pouvait pas contraindre cette obligation vaccinale pour les soignants. Et donc, chacun doit prendre ses responsabilités individuelles. Et le Premier ministre, vous avez en partie, le ministre de la Santé, Olivier Véran, vous avez en partie entendu, puisqu'il avait annoncé qu'il y aurait une adaptation de ce pass sanitaire outre-mer. Pour l'instant, il n'était pas appliqué, sauf qu'il l'est pour les restaurateurs. Et on l'a entendu ce matin sur notre antenne, ils font plutôt grise mine en ce moment puisque la clientèle n'est pas au rendez-vous. Bien sûr. Vous savez, j'étais en France hexagonale hier. Toute bitin ouverte. L'école, restaurant, concert, tout est ouvert là-bas. Et nous, ici aujourd'hui, eh bien, la partie de l'économie qui vit finalement de la restauration, du monde du spectacle, je pense beaucoup à eux, y compris les entrepreneurs, mais aussi les salariés. Je pense à Christelle Pierre notamment, ils font un travail extraordinaire. Tous ces gens-là souffrent, il faut en être conscient. Mais comment on s'en sort? On s'en sort à ce que les conditions sanitaires générales soient remplies et que, au fur et à mesure, eh bien, l'immunité collective couplée aux soins, parce qu'attention, c'est pas tout vaccin versus Zebapic, non. C'est complémentaire. Le renforcement de l'immunité collective et l'immunité individuelle, ça passe par le sport. On pourra peut-être y revenir avec le sucre tout à l'heure. Ça passe par des remèdes radiés, c'est vrai, mais ça passe aussi par les gestes barrières et ça passe aussi, pour moi, par la vaccination. Et vous voulez, vous voulez parler du sucre? Eh bien, allons-y. Dès maintenant, veut-on remettre en cause cette loi sur le fait qu'il y ait trop de sucre dans les aliments outre-mer? Pas du tout. Alors justement... C'est une vue de l'esprit de certains? On n'est jamais assez vigilant et justement le rôle de parlementaire, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Ce qui s'est passé, 2013, loi Lurel, sauf que décret d'application 2016. Entre 2013 et 2016, rien ne se passe. On arrive en 2017 et la délégation d'outre-mer, on lance un rapport sport et santé et une des préconisations de ce rapport, c'est le contrôle de cette loi pour vérifier qu'il n'y a pas plus de sucre dans les aliments en outre-mer qu'en hexagone. Et donc, Maud Petit et Nilor, Jean-Philippe Nilor, font un rapport intéressant. Et je saisis en janvier 2020 le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui me répond en mars 2020 qu'il va diligenter un contrôle de la DGCCRF. Entre-temps, en mars 2020, le Covid est passé par là. On a pris du retard. Renseignement pris, j'ai rencontré le cabinet du ministre il y a un mois. Le rapport de la DGCCRF va sortir au vu et au su de chacun au plus tard fin octobre 2021. Et on donc vous nous garantissez
garantissez que d'ici la fin du mois d'octobre, il y aura ce fameux rapport de la DDG-CRF. CCRF, Oui, je vais y arriver. Tout à fait, je vous garantis ça, parce que ça m'a été dit. D'ailleurs, les premiers résultats commencent à tomber, parce qu'en fait, c'était au niveau des dettes locales de chacun des territoires ultramarins qu'il fallait faire remonter la chose. Ils sont en phase de consolidation. Et d'ailleurs, je vous dis plus, je vais convoquer ces rapporteurs de la DGCCRF à la délégation d'outre-mer pour qu'ils nous rendent compte officiellement de leurs travaux. Et je vais demander aussi, je vous le dis, l'une des préconisations importantes, c'est que pour l'instant, dans les aliments, vous savez, c'est Nutri-Score, cette notation des aliments plus ou moins sucrés, plus ou moins salés, c'est facultatif. J'ai d'ores et déjà écrit à tous les parlementaires européens parce que c'est d'eux dont ça dépend. C'est une réglementation européenne. J'ai compris que l'Union européenne est favorable dans sa stratégie globale à avoir cette obligation pour tous les aliments, y compris les aliments locaux. Comme ça, chacun saura s'il mange trop sucré, trop salé, en âme et conscience, parce que je rallie ça aux comorbidités. Nous avons 25% de nos populations qui sont en obésité, en surpoids, en hypertension. Donc ça veut dire que l'alimentation compte beaucoup. Ça veut dire qu'on doit faire attention sur le long terme, en plus du renforcement du système sanitaire, à ce que nous mangions. C'est un chiffre encore que je vous donne, M. Langlois. Durant la plus forte phase de la crise, nous représentons en Guadeloupe-Martinique 1% de la population française. 25% des morts étaient martiniquais et guadeloupéens. Ça ne peut pas durer sur le long terme, ça ne peut pas durer sur le court terme. On doit prendre nos responsabilités individuelles et collectives, chacun à sa place. Un bulletin de santé à présent de l'usine de Marie-Galante. Il y aura un comité de suivi important à Marie-Galante, justement. Qu'en est-il aujourd'hui de l'avenir de cette usine ? Eh bien, écoutez, nous avons fait un travail long avec tous les acteurs. Et je dois dire, franchement, M. Langlois... De concert ? De concert, oui, de concert. Vous savez, alors bien évidemment, on n'était pas tous d'accord sur tout le temps, mais de concert. Et je tire mon chapeau à Elie de Mota, qui m'a beaucoup aidé dans ces négociations de son expérience. Je tire mon chapeau au sous-préfet, mais je tire mon chapeau à tous les acteurs, au collectif, mais aussi à la SICAMA, aux élus de Marie-Galante, à tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que ce matin, d'ailleurs, je parle à Marie-Galante tout à l'heure, nous avons une réunion où nous allons parler de 3 points. Et je crois qu'on a avancé. Premièrement, on va vérifier que l'usine, elle est en bonne voie de réparation. Je suis allé sur place il y a un mois et nous avons vu avec tout le monde que les travaux ont commencé et que logiquement, la campagne sucrière prochaine commencera au plus tard fin mars 2022. Mais nous avons aussi la question, on ne doit pas l'éluder, et on va en parler ce matin, de l'indemnisation des planteurs, parce que vous savez que l'usine avait explosé, qu'il y a 48 000 tonnes de cannes qui sont restées sur pied, et on doit indemniser les planteurs parce qu'ils doivent entretenir les parcelles, parce qu'ils ont eu un manque à gagner, et je suis sûr, pour avoir travaillé d'une façon ou d'une autre avec les uns et les autres en off, qu'on doit avoir des réponses satisfaisantes ce matin. Je salue aussi... C'est-à-dire que le gouvernement va accéder rapidement à cette demande d'indemnisation pour les planteurs? À part le gouvernement, l'emploi, c'est région, des régions, départements, SRMG et l'interprofession de la canne, que je salue cette solidarité de toute l'interprofession guadeloupéenne vis-à-vis de Marie-Galante. Et vous avez parlé d'une même voix? Ah oui, vous savez, il y a beaucoup de réunions qui se font en préparation et je crois que ce matin, enfin je ne veux présager de rien, mais je crois que ce matin, on devrait pouvoir parler d'une même voix. J'ai pas fini. Il y a aussi le plan de relance de cette filière canne. On est aujourd'hui à 68 000, 70 000 tonnes. On peut arriver à 150 000 tonnes et la SICAMA doit présenter ce matin un plan qui tienne la route et qui soit concerté avec tous les acteurs. C'est pas que la SICAMA qui va décider, c'est tous les acteurs, y compris dans ce comité de suivi. Et enfin, dans ce contrat d'engagement que nous avions signé en juin, nous avions convenu qu'il y aurait une mission interministérielle qui viendrait réfléchir plus généralement à l'avenir de Marie-Galante. C'est un territoire qui m'est cher, vous le savez, dépeuplement, vieillissement, problématiques économiques. Et donc nous allons, je crois, pouvoir envisager dès peut-être ce matin, si tout le monde est d'accord, à ce qu'on puisse se constituer en mode de réflexion, en commission, pour ne pas attendre que des gens de l'extérieur viennent réfléchir avec nous, mais nous puissions déjà proposer des choses. Donc, vous voyez, Olivier Servat, vous êtes en campagne pour votre réélection au poste de député? Je ne sais pas. Pour l'instant, vous savez, M. Langlois, nous avons un peuple qui souffre. Nous avons des gens qui meurent. Et il est indécent de parler d'élections électoralistes. On verra le moment venu. Le monde politique se montre difficile. Je fais de mon mieux au quotidien pour remplir la mission qui m'a été confiée. Et le moment venu, si la population en est d'accord, eh bien, nous aviserons.
Merci à vous, Olivier Servat, d'avoir été notre invité ce matin. Excellente journée. Merci à vous, monsieur Langlois. Merci à Christophe Langlois pour